Donc merci Didier pour cette partie décryptage de la loi El Khomri. Ce qui semblait important, c'était de remettre ça en perspective du modèle de société dans lequel on veut vivre. Ce qui est important dans cette loi El Khomri, une fois qu'on abstrait un petit peu tous ces articles, c'est de voir que c'est une précarisation du travail jamais vue depuis au moins 100 ans, voire plus. Le but du jeu, c'est de faire peser sur les salariés les frais du chômage, les frais de la compétitivité au niveau international et les frais de la politique de l'offre. Cette précarisation, on nous la présente comme inéluctable. C'est-à-dire que si on écoute les associations patronales, les syndicats patronaux, ils vont nous expliquer, ben oui, mais enfin bon, vous voyez, il y a 3 610 000 chômeurs dans les rues. Il faut bien faire quelque chose pour ces pauvres chômeurs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le taux de remboursement des heures supplémentaires. Parce qu'évidemment, le fait qu'on passe de 25% le remboursement d'une heure supplémentaire à 10%, on va embaucher du monde du coup. D'accord, ok. Donc ça, c'est ce que nous propose le gouvernement et le MEDEF là-dessus, avec comme objectif de dire les chômeurs, les privés d'emploi sont la raison pour laquelle il faut flexibiliser l'emploi, il faut réduire les droits des salariés, parce que c'est le seul moyen pour recréer des richesses en France. Cette problématique-là, qui est une problématique qui relève d'un problème de partage des richesses. J'espère que je ne vais pas être trop long et trop technique. Je vais essayer d'être le plus carré et le plus complet possible en essayant de ne pas être trop long. Donc, elle relève d'un problème de partage des richesses qu'on connaît depuis 1983. Depuis 1983 et la rigueur, on a décidé que c'était aux salariés de payer les effets de l'accumulation de richesses par le capital. Donc, c'est aux salariés qu'on demande de faire tous les efforts. C'est aux salariés qu'on a dit en 1983, on désindexe les salaires de l'inflation, avec pour effet 8% de la valeur ajoutée qui est passée des salaires vers les dividendes. Tous les gains de productivité qui ont été faits par l'informatisation, par la robotisation, ils sont partis vers les dividendes. Cet effet-là, il a un deuxième effet pervers, c'est que alors, la partie vers les dividendes, pour mémoire, si on regarde le PIB 2014, ça représenterait 150 milliards d'euros de salaire. En comptant brut, en comptant les cotisations salariales, ça ferait à peu près 80 milliards de cotisations et 70 milliards dans la poche des salariés. 80 milliards de cotisations salariales, c'est plus que tous les déficits réunis de tous les régimes sociaux. Voilà, ça c'est pour poser le principe. Ce système-là qui conduit à décaler le partage des richesses vers l'actionnariat. Quel effet il a? Premier effet, on baisse les salaires. Moi, quand j'ai mon salaire qui est baissé, je fais attention à ce que je dépense. Donc, je vais acheter le moins cher. Résultat, l'entreprise, qui en plus est en concurrence libre et non faussée, parce que sinon ce ne serait pas drôle, l'entreprise se dit, ah ben, il faut que je réduise mes coûts. Et je regarde mes coûts, alors il y a ce que j'achète. Donc j'achète des matières premières, ça je peux rien y faire. Elles arrivent de l'étranger, je peux rien y faire. Les biens qui arrivent de l'étranger, je peux rien y faire. Après derrière, il y a les services que j'achète en France, donc de l'entreprise voisine, ou il y a mes salaires. C'est les seuls coûts que je peux descendre. Donc je vais aller négocier avec les autres entreprises pour baisser les coûts et je vais essayer de baisser mes salaires. Résultat, l'entreprise qui dépend de moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bah, moi aussi il faut que je baisse mes coûts, sinon je perds le marché. Et on est dans cette logique-là depuis maintenant 35 ans, qui consiste à faire baisser les coûts au maximum. Cette logique, elle conduit à bloquer l'économie et à faire stagner le PIB. Cette logique, qui est une logique d'austérité, ce qui est très drôle au passage, c'est que le mot austérité a été utilisé en 2008, parce qu'on voulait surtout plus entendre parler de rigueur. Moi, en français pur, je préfère être rigoureux qu'austère. Je préfère faire les choses en étant organisé plutôt que de me retrouver chez moi avec un lit en bois, un matelas de paille et une chaise trouée. Après, c'est chacun son choix. Mais moi, je suis plutôt dans ce truc-là. Malgré tout, cette austérité, si vous regardez le produit intérieur brut, depuis 2009-2010, il stagne. Bah, pas étonnant, on réduit la dépense publique. Là, j'en profite pour mettre un petit billet là-dessus. La dépense publique, la fameuse dépense publique, elle crée des richesses. Parce que derrière, dans le produit intérieur brut, ce que personne ne sait réellement, en tout cas que nos amis du MEDEF ne savent pas, c'est qu'il y a certes ce que produisent les entreprises, mais il y a aussi ce que produisent tous les services publics.
qui participe au produit intérieur brut à hauteur du coût de revient des services. Donc, ce produit intérieur brut et cette croissance qu'on veut chercher, on la flingue derrière directement en flinguant les services publics. On flingue la dépense publique, mais de la dépense publique dépendent des acteurs économiques, que sont, par exemple, si on prend les collectivités territoriales, que vont être les mairies, que vont être toutes les collectivités de type crèche et autres, qui vont avoir besoin de cette dépense publique pour faire travailler des gens du BTP, par exemple. Et les entreprises du BTP se retrouvent dans la merde. Résultat, licenciement. Ceux qui sont licenciés, ils se retrouvent au chômage. Résultat, rideau sur l'assurance chômage. Et on vient de nous expliquer que la loi El Khomri, c'est la solution. Bien non, on est dans un système qui est dans un blocage total de l'économie. Et à côté de ça, vous avez, parce que sinon ce ne serait pas drôle, les bénéfices qui flambent. Parce qu'il faut regarder les bénéfices des sociétés cotées, 56 milliards pour la seule année 2015, plus 30% en 2014 précédemment. Donc il y a un vrai problème, c'est que les richesses s'accumulent de plus en plus à un endroit donné, mais qu'elles ne servent pas à faire tourner l'économie. C'est pour ça que côté CGT, et je pense côté de l'ensemble des personnes qui sont autour de la table, il y a des propositions alternatives à cette loi El Khomri. Parce que la loi El Khomri, c'est quoi? On va continuer à flexibiliser le travail, on va continuer à réduire les heures supplémentaires notamment, mais aussi les salaires, mais aussi les conditions d'emploi, on va continuer à précariser, et ça ne changera rien au fond du problème, qui est que l'économie est bloquée. C'est pour ça qu'on propose une réorientation politique. Parce que si on se place en matière de fonctionnement d'une entreprise, simplement, je suis chef d'entreprise. Bon, je ne le suis pas vraiment, hein, rassurons-nous, mais je suis chef d'entreprise, petite entreprise. J'ai deux choses pour faire vivre mon entreprise. Soit je réduis mes coûts, donc je réduis mes salaires, soit j'augmente mon prix de vente, j'augmente mes produits. Et pour augmenter mon prix de vente, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'achète mes produits. Et pour que les personnes m'achètent mes produits, il faut qu'elles aient l'argent pour le faire. Et le moyen qu'elles aient l'argent pour le faire, c'est que leur salaire soit suffisant. D'où le fait que côté CGT et côté syndicat, on propose des augmentations de salaire. Côté CGT, on propose de la séparer, ces augmentations de salaire, donc cette réappropriation des richesses qui nous ont été volées depuis 1983. On propose de se la réapproprier au moyen d'une part d'augmentation de salaire, d'augmentation du point d'indice, et d'autre part des 32 heures qui permettra, en partageant le travail, de faire baisser mécaniquement le chômage dans un premier temps. On est aux antipodes de ce que propose la loi El Khomri. C'est pour ça que quand les médias ils viennent et ils nous disent « Ah mais quand même, hein, y a eu des avancées, vous exigez toujours le retrait ». Ben oui, on exige toujours le retrait. Évidemment, on n'est pas dans le même paradigme, on n'est pas dans la même possibilité, on n'est pas sur une loi dite de l'offre, on n'est pas sur le principe de l'offre, on est sur le principe de la demande. On veut que la demande augmente en France parce que c'est par la demande qu'on arrivera à faire revivre les entreprises. Et tout autant que les autres, on pense que l'entreprise est un vecteur nécessaire en France. Le principe, c'est que les richesses doivent être également réparties. Ça veut dire aussi qu'on doit financer les services publics. Ce n'est pas qu'un coût, un service public, c'est une création de richesse. En France, s'il n'y avait pas les infrastructures, il n'y aurait pas cette création de richesse. Elle est importante et c'est important que dans notre dialogue et que demain, quand on va faire la manif et après, quand on va communiquer, on communique sur ces éléments-là. Tout est lié. Le rejet de la loi El Khomri, le maintien des services publics, les augmentations de salaire, tout ça, c'est un changement de paradigme pour passer à un paradigme de la demande. L'important, c'est de passer à la demande de manière à relancer l'économie. C'est le seul moyen de s'en sortir, sinon on va crever. Parce que depuis 2009, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est qu'on nous réduit petit à petit l'offre. Les offres de services publics, on ferme les hôpitaux, ça ne change pas qu'on est toujours en déficit. Hein. Vous remarquerez, on est toujours en déficit. Et on ne peut pas passer en bénéfice, parce que quand on ferme un hôpital, certes, on réduit la dépense publique hospitalière, mais dans la foulée, les personnels qui y sont plus, ils ne consomment plus. S'ils ne consomment plus, ils ne payent plus de TVA, ils ne payent plus d'impôts sur le revenu, et la société qui achète les trucs ne paye plus d'impôts sur les sociétés. Donc, résultat, il n'y a plus les moyens de financer ces biens. Ce mécanisme-là, il faut l'arrêter. Après, on va entendre nos amis du MEDEF et de la CGPME et compagnie
nous expliquer, et du gouvernement nous expliquer, mais bon Dieu, ma bonne dame, mais on est tellement endetté, il y a tellement plus d'argent en France. Ah, zut, plus d'argent. Ah, plus de moyens de financement. Oui, c'est vrai, c'est ballot. Le problème, c'est que ces personnes, quand elles nous disent ça, elles oublient juste une petite chose qui échappera pas à quiconque a quelques petites connaissances sur le sujet. Alors, je vais peut-être choquer un petit peu, j'en sais rien. C'est que l'argent, en tant que tel, n'existe plus. Ça signifie que depuis 1976 et les accords de la Jamaïque, il n'y a plus de contrepartie à la monnaie que vous avez dans votre poche. Avant, votre monnaie, elle était garantie par le dollar, qui lui-même était garanti par de l'or. À l'heure actuelle, vous avez 1 euro, il vaut rien. Il vaut 1 euro. Vous allez à votre banque, vous lui dites qu'est-ce que je peux avoir contre 1 euro de manière fixe, sûre, comme j'avais avant quand j'avais le franc or, quand j'avais un billet de 10 francs or, à l'époque de la parité avant la Deuxième Guerre mondiale. J'allais à ma banque, je disais, voilà, je donne mon billet de 10 francs or, donnez-moi l'or qui correspond. On donnait une quantité d'or, c'était l'or de la référence. Là, il n'y a plus aucune référence. Ce qui signifie, corollaire, qu'on peut créer la quantité d'argent qu'on veut. La seule chose qui compte, c'est la confiance que les acteurs économiques vont avoir dans cette monnaie. Rien d'autre. L'argent n'a aucune valeur et par conséquent, la dette n'existe pas. En termes de création monétaire, demain, la Banque centrale européenne peut faire cette chose extraordinaire qui va consister à inscrire dans un compte fournisseur, dans un compte client au nom de la France, 2 000 milliards d'euros, et dans un compte, qui consiste à un compte qui va constater de son côté l'emploi de la somme, 2 000 milliards d'euros. Et la Banque de France aura au nom du compte bancaire 2 000 milliards d'euros disponibles. La Banque centrale européenne peut le faire du jour au lendemain. Il n'y a plus de dette. Ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter la masse monétaire et que la monnaie va valoir moins cher. Ce qui veut dire que les gens qui possèdent beaucoup, ils vont posséder un peu moins au prorata de ce qu'ils vont avoir. Mais ça, on peut le faire du jour au lendemain. Donc le problématique du financement n'existe pas. Les banques privées n'ont pas tout à fait ce système-là, puisqu'il y a des garde-fous qui ont été mis, que sont les réserves obligatoires, l'obligation de refinancement, et surtout que la banque privée ne pouvant pas émettre sa monnaie, elle est obligée de l'emprunter. En plus, il y a la chambre des compensations. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on va se noyer. Il y a tout ce qui est compensation monétaire. Mais la Banque centrale européenne, du jour au lendemain, peut financer n'importe quel État gratuitement. C'est ce que fait la Fed aux États-Unis, où tous les 2-3 ans, on relève le plafond de la dette américaine. Le dollar, ça ne l'empêche pas de vivre pour autant. Hein. Et les Américains s'en servent pourquoi ? Pour fabriquer leur armée et aller taper sur la gueule de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est un choix de vie. Oui. Oui, peut-être que sur la partie américaine, j'exagère un petit peu. Mais disons qu'ils financent quand même très fortement leur production de bord du Trésor, et ils financent quasi exclusivement, puisque plus personne n'en veut, par l'achat direct par la Fed. Le gouvernement américain émet un bon, la Fed achète le bon. En Europe, la France émet un bon, paye un taux d'intérêt à une banque. Alors, je devrais dire la Grèce. La Grèce émet un bon, paye un taux d'intérêt de 10% à une banque, et la banque, après, se fait racheter ce titre par la Banque centrale européenne, qui, elle, la finance à 0 et quelques pourcents derrière. Donc, du coup, ça va encore au système financier. Et tout le problème, il est là. C'est que l'argent s'agrège toujours en haut au niveau du système financier. Donc, le problème du financement, c'est un faux problème. On peut trouver tous les financements qu'on veut si on en prend la décision demain. Donc, quand on va aller demain, je l'espère, dans la rue tous ensemble, qu'on va demander le retrait de la loi El Khomri et proposer autre chose, il faut savoir que ce n'est pas stupide, que c'est une solution qui est viable. On veut se réapproprier nos outils de création monétaire, nos outils d'emploi de la monnaie, pour que ça serve l'intérêt public. Parce que pour moi, la monnaie, elle n'est pas là pour servir les intérêts d'une banque. Elle est là pour financer un hôpital, un personnel hospitalier, du personnel de soins. Elle est là pour financer l'emploi au jour le jour. Elle est là pour financer les aides sociales pour ceux qui en ont besoin. Elle n'est pas là pour financer la création de richesses
qui n'appartiennent pas au collectif. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième argument, qui va être de nos amis libéraux, ça va être... Alors là, je vais peut-être sortir un tout petit peu du cadre CGT, parce que je n'ai pas vu de repère revendicatif sur ça, mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. L'argument, ça va être, oui, mais ma bonne dame, si vous commencez à relancer l'économie, de toute façon, c'est la Chine qui fabrique tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire flamber la croissance chinoise et qu'on ne va jamais créer d'emplois chez nous, puisqu'on achètera les produits chinois. Ben là, il y a quelque chose qui s'appelle la transition écologique, quand même, derrière, qui est qu'à un moment donné, il va quand même, en termes, parce que ça, par contre, ça existe réellement, l'énergie. Autant l'argent, c'est un mécanisme de répartition des richesses qui est purement inventé par l'homme pour décider de qui possède quoi. Donc il n'y a rien de tangible. Autant la quantité de pétrole que je claque dans un bateau pour amener les produits d'un endroit à un autre, pour amener les matières premières d'un endroit à un autre, ça, c'est réel. Et à chaque fois que je claque cette quantité de pétrole, je ne l'ai plus pour demain. Et en plus, je fous du CO2 dans l'atmosphère, ce qui a les conséquences qu'on se connaît sur l'avenir de la planète. Et ça, il y a un moyen. Les capitalistes, en fait, se sont servis de la mondialisation et des nouvelles technologies de l'information pour rapprocher les États et faire en sorte qu'on puisse produire à l'autre bout de la planète et livrer en Europe. Et ils se servent des différentiels de niveau de vie entre les États en développement et les États européens pour pouvoir financer leurs bénéfices. L'idée qu'on pourrait avoir, c'est de contrer ça en mettant des taxes progressives au kilomètre parcouru, qui permettraient à la fois, au niveau écologique, de diminuer la facture écologique, et à la fois, ces taxes étant récoltées, de faire des fonds d'aide pour le développement des pays en voie de développement, de manière à ce que tout le monde amène au même niveau. Donc même ça, c'est une volonté politique. On peut très bien s'assurer du fait qu'il n'y ait pas des pays qui puissent jouer un mauvais jeu contre les autres. Simplement, c'est une volonté politique et le rôle qu'on a, nous, salariés, c'est de dire qu'on ne veut pas de la loi El Khomri et de ses régressions, je pense, demander un autre modèle de société qui permette à tous de vivre. Parce qu'à l'heure actuelle, on a des gens qui sont privés d'emploi d'un côté, et de l'autre côté, je prends les personnels soignants parce que c'est très prégnant en ce moment, mais on a des personnels soignants qui sont obligés de faire 10 toilettes par heure, 6 minutes par personne. Ça n'a plus aucun sens pour personne. Ça n'a plus aucun sens pour eux. Les patients ne sont plus du tout pris en compte en tant qu'êtres humains. On a dans les services publics, pour parler aussi des services publics, des structures qui ferment de plus en plus et on renvoie les gens sur Internet. Comment on fait pour faire une déclaration de revenus sur Internet, par exemple, quand on a des problèmes avec l'écrit, ou voire quand on ne comprend pas le Code général des impôts, ce qui ne se comprend pas du tout, sachant qu'il fait plus de 2000 pages. On ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un ne connaîtrait pas par cœur les 2000 pages du Code général des impôts et aurait besoin de se faire aider. Demain, ce sera un ordinateur qui aidera. On pourrait penser aussi, on a parlé de la CAF, de la CPAM. C'est important de défendre ces services publics, mais c'est aussi important, il y a les services publics des transports. Est-ce qu'on ne doit vivre qu'autour des lignes TGV ? Est-ce qu'on ne doit vivre qu'avec des trains où il y a un seul conducteur et où on regarde les billets à l'entrée du train et après plus rien du tout et les gens se débrouillent à l'intérieur du train et s'il y a un problème à l'intérieur vu qu'il n'y a plus de contrôleurs, eh ben, tant pis pour le voyageur. Est-ce qu'on doit vivre sans lignes dites non rentables et laisser la désertification rurale s'installer dans nos campagnes ? Est-ce qu'on doit faire tout ça juste pour augmenter des profits ? Est-ce qu'on doit forcer des gens à travailler 40, 45, 48, voire 50 heures jusqu'à 67 ans, alors même qu'on est dans des systèmes en production industrielle où on est obligé de faire de l'obsolescence programmée pour pouvoir écouler les matériels tous les 2 ou 3 ans. Et là encore, on crée des richesses, certes, mais on tue tellement l'écologie en faisant ça que là aussi, il y a un vrai problème. La question, elle est ouverte, et je pense que l'un des rôles de demain, en dehors de manifester contre la loi El Khomri, c'est de porter effectivement cette demande de transformation de la société, cette demande d'augmentation de salaire, de réduction du temps de travail pour une meilleure société et d'engager fermement le gouvernement à demander la réorientation de la politique européenne qui prenne en compte les peuples et non pas les comptes bancaires. Voilà.